Je pense qu'il faudrait donc diviser les Sénégalais en deux blocs. Et il ne faut pas oublier dans l'analyse que le peuple sénégalais est un peuple quand même qui n'est pas très alphabétisé à 100%. Il y a un taux d'analphabétisme qui est assez élevé. Il y a également un taux d'individus qui ne s'imprègnent pas vraiment de la chose économique, qui ne s'impliquent pas, qui ne connaissent pas. Et j'ai d'ailleurs même vu dans les écrits de Jean Tirole, qui a été le prix Nobel d'économie en 2014, quand les Français l'ont interpellé sur pourquoi vous, en tant que prix Nobel, vous n'avez pas eu à dire quelque chose pour régler les problèmes de la France, le chômage, la dette. Il a dit simplement qu'il est difficile aujourd'hui de parler à une population qui ne s'intéresse pas à la chose économique, à la science économique. Il faudrait que les Français, de plus en plus, s'intéressent à la science économique pour comprendre les mécanismes, afin que les politiciens aient le courage de prendre certaines décisions publiques. Parce que les politiciens donc, peinent à prendre des décisions impopulaires, parce que dans ce cas-là, les populations ne vont pas comprendre que peut-être ça va prendre dans 10 ou 15 ans, ce ne sera pas dans l'immédiat que les problèmes vont être résolus. Donc aujourd'hui, ce que les États font, c'est tout simplement du saupoudrage, c'est du cosmétique pour plaire à un électorat. Et la logique de la réélection est là. On peut donc tout simplement convaincre des populations. C'est le cas du Sénégal. Le président Macky Sall a joué, il a gagné. Comment il a joué? Il a donc convaincu certains Sénégalais par le fait de construire des infrastructures. Ils ont été intéressés par le TR, le train express régional. Il y en a qui ont été intéressés par Dakar Arena. Les lutteurs, vous avez vu que beaucoup de lutteurs ont soutenu le candidat Macky Sall parce qu'il a construit Dakar, l'arène nationale de Dakar. Vous avez d'autres Sénégalais qui également l'ont choisi parce que tout simplement il a pu quand même finir et inaugurer un aéroport dont la construction a duré finalement 10 ans. Ouais, donc il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées. Bon, je pense que chaque infrastructure construite dans un pays a une utilité certaine. Mais nous sommes des économistes et nous, notre cheval de bataille, notre credo, c'est le calcul et l'arbitrage. Ce qu'on appelle le coût d'opportunité. C'est-à-dire que quand j'ai 1 million que j'investis au niveau du maraîchage, au lieu d'investir ça au niveau peut-être de l'aviculture, je perds tout ce que j'aurais pu gagner en aviculture. Et si je mets ça dans l'aviculture, je perds tout ce que j'aurais dû gagner en mettant ça dans le maraîchage. Je dois donc faire un arbitrage, un calcul économique qui me dit entre l'aviculture et le maraîchage, quel est le projet qui me permettra tout simplement de gagner plus de bénéfices. Donc c'est ça le problème des choix d'investissement public. On fait un TR par exemple, alors que les populations auraient pu être mieux intéressées par la réhabilitation du chemin de fer. Parce que tout ceci nous ramène donc à ce que Lumumba disait et qui lui a coûté peut-être la vie. La main qui donne, la main qui dirige. Ce que disait Lumumba à l'époque, qui lui a coûté donc la vie peut-être, qui a créé des déconvenues sur le plan politique dans son pays, son élimination. Parce que la main qui donne, la main qui dirige, c'est ça la réalité. Vous avez aussi Thomas Sankara, qui dit que la logique de l'aide n'est pas une logique quand même qui est favorable. Parce que l'aide doit quand même être injectée là où elle nous permettra de nous passer de l'aide. L'aide doit nous aider à nous passer de l'aide. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on nous aide et on continue à nous aider. C'est qu'il y a du raté. Il y a forcément quelque chose qui aurait dû être fait et qui n'a pas été fait. Pour exemple, vous prenez des dettes. On se dit que vous allez pouvoir... avec cette dette-là, vous redresser, aller payer et dire merci, vous m'avez permis à me redresser, vous m'avez permis à ne plus vouloir de la dette. Mais vous partez dans le cadre du plan d'action prioritaire du PSE, le PAP 2014-2018, vous partez au groupe consultatif de Paris, on vous fait des engagements de crédit de 3 927 milliards, vous revenez dans votre pays, vous en absorbez 2056 milliards tous les 4 ans, et bizarrement, pour le PAP 2018-2022, vous repartez au groupe consultatif de Paris où on vous promet 7 356 milliards. Vous voyez que donc, l'aide ne nous a rien permis, ne nous a pas aidé quand même à nous passer de cette aide-là. Et ça continue. Exactement. Pourquoi? Parce que, et ceci, c'est tout l'enjeu de la phase 2 du PSE qui va venir dans quelques jours, dans quelques semaines. C'est tout l'enjeu. Pourquoi? Parce que vous avez contracté 2056 milliards sur 3 927 milliards, parce que 3 927 milliards, c'était des engagements. C'est à vous de faire des projets pour absorber ces engagements-là, mais par rapport à une stratégie macro-prudentielle, c'est-à-dire
essayez de faire attention aux critères de convergence de l'UEMOA. L'UEMOA dit que votre rythme d'endettement ne doit pas vous mener à avoir une dette qui soit supérieure à 70% du PIB. Peut-être que l'accumulation de ces choses-là ont fait que le Sénégal n'a pu absorber que 2056 milliards sur donc 3927 milliards. Mais vous observez 2056 milliards, vous injectez 6 000 milliards sur les 10 000 milliards qui étaient prévus dans le PAP et vous obtenez une croissance cumulée de 23%. C'est-à-dire, vous avez obtenu 4,2% en 2014, 5,6% en 2015, 6,2% en 2016, 7,1% en 2017. Sur les 4 ans, vous avez obtenu 23% de croissance cumulée. On sait qu'au Sénégal, le taux d'investissement, c'est autour de 28%. Vous faites le calcul économique, vous tombez sur une productivité de 18%. C'est-à-dire que la productivité a été très faible dans l'utilisation de cet argent-là. C'est normal qu'avec une productivité aussi faible et une croissance concernant une part importante d'intérêts étrangers qui n'est pas très inclusif, le gouvernement ait encore besoin de s'endetter. La capacité d'autofinancement de l'État est très faible parce que la productivité est faible. Aujourd'hui, donc, c'est ça la situation qui fait que l'État a encore besoin d'endettement et c'est tout l'enjeu maintenant des moteurs qui vont être choisis dans le cadre de la phase 2 du PS. Moi, je pense que également, il y a d'autres logiques, il faut le reconnaître, qui sont venues maintenant s'immiscer, voilà, qui sont venues infecter ou bien un peu avoir de l'incidence sur les décisions de vote des Sénégalais. Mais si on parle dans le sens global, Macky Sall a convaincu les Sénégalais à voter pour lui. Maintenant, il ne faut pas s'intéresser à ce qu'il y avait avant. Parce que du moment que l'opposition accepte dans ces conditions-là où beaucoup de choses beaucoup de manquements ont été commis sur le fichier électoral, des individus qui n'arrivaient pas à avoir leur carte, des individus qui n'arrivaient pas à retirer leur carte, des changements de bureau de vote, beaucoup de couacs qui existaient dans ce fichier électoral-là, le parrainage qui n'a pas été quand même très parfait comme loi. Si l'opposition accepte d'aller dans des élections dans ces conditions-là, nous, ce qu'on peut faire en tant que statisticien, en tant qu'économiste, c'est calculer juste ce que, tout simplement, ce fichier-là a donné après le vote. Et après le vote, on s'est rendu compte que même si, parce que moi j'ai fait partie des premiers Sénégalais qui, dès le départ, quand Boun Abdallah Dionne a donné ses résultats, j'ai cherché des PV et j'ai calculé, ça m'a donné presque 59% pour Macky Sall. Et j'avais déclaré que Macky Sall aurait été majoritairement, largement réélu par les Sénégalais. Parce que tout simplement, même si on prend toutes les critiques, c'est-à-dire tous les votes que les Sénégalais considèrent comme étant de votes ayant fait l'objet de fraude, ça fait dans les 211, 215 votes. Si vous enlevez ça, Macky Sall va tomber même sur 54%. Je pense que la victoire donc a été obtenue avant peut-être, mais le président de la République donc a obtenu une victoire. Il faut le lui reconnaître pour que l'opposition se reprépare pour les prochaines élections, ne perde pas son temps, ses forces à faire des réclamations qui ne vont pas prospérer. Je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais, dans le monde rural quand même, chaque Sénégalais, regardez bien, moi j'ai dit que vous prenez 40 milliards, vous distribuez ça à 400 000 familles. Mais 400 000 pères de famille dont vous décarcassez pour qu'ils obtiennent leur carte d'électeur. Aly Ngouille Ndiaye l'avait dit, tous ceux qui veulent voter pour Macky Sall, je me chargerai pour qu'ils aient leur carte. Tous 400 000 pères de famille. Si chaque père de famille fait voter juste 3 personnes, ça fait 4 par père de famille. 4 fois 4, 1 600 000 votes. Vous voyez, donc déjà, sur les bourses sociales, vous prenez le PUDC, vous prenez le piment. Le président avait une stratégie bien ourdue dès le départ, qui fait qu'aujourd'hui, certains Sénégalais n'ont pas été convaincus par Ila Touba, parce que Ila Touba, c'était pour peut-être convaincre l'électorat mouride. Les mourides se sont dit que ce n'est pas un vrai mouride, c'est quelqu'un qui peut-être fait dans le clair obscur, il veut vraiment nous amadouer comme ça, mais ce n'est pas un vrai mouride. Peut-être certains mourides ont jugé que le vrai mouride, peut-être c'est Idrissa Seck, et qu'il faudrait aller voter pour Idrissa Seck. Je pense que dans un pays, tout est urgence. Moi, je m'attends à ce que cela ne soit finalement qu'une stratégie présidentielle destinée à séduire un certain électorat permettant de gagner des élections. Mais tout ce que le PUDC fait en termes de forage, en termes de santé, ça peut être positif. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire qu'un poste de santé construit à Ndoukoumane n'est pas un poste de santé qui n'a pas d'utilité. On ne peut pas dire qu'un forage creusé à Pétawarak n'est pas quand même un forage. Mais les latérites,
C'est là où j'ai fait ma critique. Oui. Les latérites, beaucoup de latérites, à base de latérites qui ont été pistes, qui ont été conçues, sont ensevelies maintenant. Il y a des milliards qui ont été. Je pense que si le Sénégal doit être émergent, il doit le faire de manière sûre, avec des constructions solides. Mais aujourd'hui, partout où le gouvernement est passé mettre des routes en latérite, il faudra repasser pour mettre la latérite avant de mettre les couches de bitume. Ce qui fait donc des pertes énormes. Donc il y a donc, des côtés qui sont réussis et d'autres côtés qui ne sont pas réussis. Il y a beaucoup à redire dans ces programmes-là. Nous considérons que c'était des programmes destinés à permettre au président de régler des problèmes politiques, mais que dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, donc les correctifs vont être faits pour que le Sénégal emprunte quand même une voie beaucoup plus sûre pour aller vers l'émergence. Récemment, j'ai fait une réaction sur la question des 1 million d'emplois. J'ai dit que les Sénégalais devront s'impliquer. Parce que moi, en tant qu'économiste, en tant qu'amoureux de mon pays, en tant que patriote, ce que je voudrais, c'est que, ce qui m'arrange, c'est que demain, en 2024, Inch'Allah, si Macky Sall finit son deuxième mandat et qu'un autre président arrive, que ce président-là arrive dans des conditions favorables pour un développement du pays. Il faudrait que ce président arrive alors que le chômage a été réglé peut-être de moitié, au moins de moitié. Il faut que ce président-là arrive alors que les institutions ont été ajustées, ont été rééquilibrées et que la justice également a été quand même réformée en profondeur. Je pense que donc il faudrait aujourd'hui être dans une logique d'accompagnement du président de la République pour lui permettre quand même d'asseoir ces politiques-là qui permettront vraiment de redresser la barre. Nous savons effectivement que le président de la République a beaucoup de problèmes sur le plan des tensions de trésorerie, on le sait. Nous savons que le PUDC doit 20 milliards de francs CFA à des fournisseurs. Nous savons que la CMU doit 24 milliards de francs CFA. Nous savons que l'État du Sénégal doit au secteur du bâtiment plus de 70 à 80 milliards. Nous savons que même la PNA, la pharmacie nationale d'approvisionnement, réclame à l'État plus de 70 milliards. Nous savons que les écoles privées dans lesquelles l'État avait donc casé des étudiants réclament à l'État plus de 15 milliards de francs CFA. Donc tout ça, accumulé aux autres arriérés de paiement de l'État, fait que l'État doit plus de 300 milliards, peut-être 200 à 300 milliards. Moi, le conseil que je donne au ministre des Finances, c'est de s'approcher des Sénégalais qui puissent lui dire la réalité. Peut-être que lui, il est trop occupé pour connaître ce qui se passe. Vous savez que dans la gestion des pouvoirs, il y a beaucoup d'asymétrie de l'information. Même le président peut être induit en erreur par son ministre. Il faut que le gouvernement réagisse sur sa communication et que le ministre des Finances lui-même. Moi, j'ai eu à le rencontrer en 2014 parce que c'était lui qui m'avait sollicité pour venir le rencontrer. Je suis venu. Parce qu'à l'époque, j'ai critiqué un peu le PSE, c'était pas très méchant. Peut-être c'est pourquoi, parce que c'est lui qui a peut-être donc concocté le PSE. Il fallait qu'il me calme peut-être ou qu'il fasse quelque chose que... Je suis venu, je lui ai dit, monsieur le ministre des Finances, vous êtes le ministre des Finances. Tout ce que vous me donnerez, toute responsabilité que vous me donnerez, ça m'appartient à moi. Faites-moi une proposition et moi, j'essaierai de l'intérieur de venir changer quelque chose. Mais ce jour-là, je ne l'ai pas entendu par la suite. Parce que ce sont des gens qui... Moi, je ne leur demande pas de prendre Mounirou ou de prendre Moustapha Diop. Non, non, non. Ce que je leur demande, c'est de s'approcher de personnes qui savent. Parce que nous, on a déjà notre travail. Nous travaillons, alhamdoulilah, mais ce qu'on veut, c'est que quand on habite dans un pays, il y a du stress, il y a de l'inquiétude, de l'anxiété. Quand on dit tension de trésorerie, vous allez penser que même dans quelques mois, votre salaire sera coupé ou bien on va vous donner une partie, on vous doit des arrêts. Ça, c'est passé en Afrique centrale. Là où il y a de l'austérité, de la rigueur. Nous ne voudrions pas, nous, dans le cadre de notre travail, à ce que ces situations arrivent au Sénégal. Et le FMI avait fait fin 2017 une note au niveau du FMI pour dire que nous nous inquiétons dans le cas du Sénégal pour la dette. Pourquoi? Parce qu'il y a non seulement des arrêts de paiement très élevés au niveau du pays, mais que l'État avait même fait des jeux de Ponzi. On avait émis des bons du Trésor pour payer des bons du Trésor. Ça, c'est chronique comme endettement. Ce qui fait, non, mais ça existe. Et cette situation-là était la situation qui existait dans les années 2013-2012 au niveau des pays de la CEMA. Le FMI est venu au niveau de la CEMA pour leur dire, vous avez deux solutions. Soit vous faites un ajustement interne, c'est-à-dire l'austérité et la rigueur, serrez la ceinture, ou bien vous faites un ajustement externe, c'est la dévaluation. Et ces pays-là, se rappelant de la dévaluation du franc CFA en 1994, on dit non, 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 pas de dévaluation, on va faire de l'austérité. C'est pourquoi même, il y a des salaires coupés là-bas. Au Tchad, vous avez vu les baisses de salaires qui ont été faites. Vous avez vu au Gabon le problème qu'il y a eu. Vous avez le Cameroun, tous ces pays-là sont en difficulté. Et nous sommes dans cette posture-là. Ce qui nous aide aujourd'hui, nous avons un poumon, une locomotive qui s'appelle Côte d'Ivoire et qui peut-être sur le plan des exportations, cacao, et ainsi de suite, nous permet de nous ajuster un peu sur le plan monétaire. Je donne à... Je mets le bénéfice du doute, c'est-à-dire que je fais fonctionner le bénéfice du doute pour Macky Sall.
Parce que pour avoir connu Macky Sall avant, je sais que Macky Sall est très réfractaire, est très récalcitrant, je ne sais pas comment je vais dire ça, à l'égard de l'augmentation des prix. Vous savez que pendant tout ce mandat, à chaque fois qu'il y a eu ces dynamiques-là, ces risques-là, il a sévi lui-même. Ceci participe pour beaucoup dans les tensions de trésorerie. Parce que des fois, on vous dit que l'État avait prévu en termes de fiscalité d'avoir peut-être 80 milliards ou bien 100, 200 milliards dans tel mois. On dit qu'il y a un manque à gagner, il y a un manque de trésorerie peut-être de 50 milliards. Parce que tout simplement, à chaque fois qu'il y avait une conjoncture internationale qui arrive et qui risque de faire fausser les calculs, Macky Sall refusait catégoriquement les augmentations de prix et que l'État supportait à chaque fois. Ce qui fait que donc les aspirations de recettes n'ont jamais été, des fois sont trompées tout simplement par ces dynamiques-là. C'est vrai que le Sénégal est un pays quand même qui jusqu'à présent dépend à plus de 45% des importations. Nous importons la plupart de ce que nous utilisons dans notre pays, ce qui fait que donc une légère variation exogène sur ces prix-là peut déstabiliser le pays. Et même pour justifier les tensions de trésorerie, le ministre des Finances avait évoqué le baril du pétrole. Oui. Parce que le baril du pétrole était descendu jusqu'à 30 $. Rappelez-vous en 2016. Aujourd'hui, le baril est encore remonté et frise même les 80 $ en ce moment. Ce qui fait que donc l'État a dû quand même faire des efforts pour que ça ne se répercute pas sur le transport, que ça ne se répercute pas au niveau donc de la production de pain qui utilise quand même de l'électricité, ça ne se répercute pas au niveau du prix de l'électricité, que ça ne se répercute pas au niveau de beaucoup d'autres choses, d'autres secteurs qui dépendent des hydrocarbures. Et l'État a dû donc mettre la main à la pâte pour essayer tout simplement de compenser. Je suis tout à fait d'accord avec le ministre des Finances. Il faut dans un pays... comme on est dans une logique de libéralisation, on est dans une économie de marché, il faudrait tout simplement, de manière encadrée, faire jouer la vérité des prix. Et faire jouer la vérité des prix ne signifie pas systématiquement augmenter les prix. Parce que si l'État joue carrément le jeu de la régulation, parce que, Moustapha, même vous, si l'État vous dit, Moustapha, je vous donne cette licence pour importer du riz de Thaïlande. Vous partez en Thaïlande, vous achetez du riz à 200 francs le kilo. Vous pouvez dire au vendeur en Thaïlande, qui n'est pas surveillé par une régulation sénégalaise, vous m'avez vendu à 200 francs, mais mettez-moi 225 francs. Et moi, je vous donnerai 5 francs par kilo. Et moi, je gagne 20 francs par kilo de plus. Arrivé au Sénégal, le prix que je vais fixer à 25 francs de surfacturation. Et ça me permet de remplir mes poches. Donc, on doit quand même mettre de la régulation pour qu'on fasse la vérité des coûts d'abord, avant la vérité des prix. Parce que quand quelqu'un me dit un sandwich coûte 800 francs, pour contester le prix, il me faut savoir son coût. Et la marge normale qu'il faut mettre. C'est comme dans les télécommunications. Le Sénégal se plaigne aussi du prix des télécommunications. Je pense que le gouvernement, en activant le levier de la régulation, des régulateurs qui soient là pour tout simplement enquêter sur la vérité des coûts, permettrait aujourd'hui de ne même pas augmenter les prix et de dire aux opérateurs, aux industriels, attention, même à ce prix-là, vous allez rentabiliser. Le directeur de la Sénélec est venu, peut-être que lui, il a une stratégie qui lui permet de tout simplement réduire ce qu'on appelle en économie les slacks. En économie, il y a ce qu'on appelle dans les entreprises des slacks, c'est-à-dire des surcoûts en input et des insuffisances en output. Il a joué sur ça pour peut-être mettre au chômage certaines personnes, les missions d'expertise, il a peut-être réduit, les bons de carburant qu'on donnait à des responsables, il a dit non, c'est plus 350, c'est 200, peut-être il s'est arrangé du point de vue interne de l'entreprise pour baisser les charges, pour essayer tout simplement à ce que l'entreprise, de faire en sorte à ce que le chiffre d'affaires de l'entreprise puisse supporter les charges de l'entreprise. Je pense que c'est ça la logique. Je l'ai même dit dans le livre que j'ai publié récemment, Quelle alternative socio-économique au Sénégal, où j'ai proposé la création de 2 autorités de régulation. Une autorité de régulation pour les transports, parce que nous avons maintenant le transport aérien qui se développe au niveau du pays. Si une compagnie dit je vais faire Louga, Saint-Louis en avion, il dit que c'est 50 000, il faut que le régulateur lui dise 50 000 c'est normal ou pas. Si Air Sénégal dit qu'en cas vous allez aller avec 60 000 francs ou 100 000 francs, il faut qu'un régulateur lui dise est-ce que c'est 60 000? Tu vois que la régulation, c'est important. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, il faut réguler les péages. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une surtarification énorme au niveau de l'autoroute à péage. S'il y avait un régulateur qui est là, qui maîtrise les coûts, ce régulateur-là, sur la base de sa maîtrise des coûts et des démonstrations qu'il va faire,
il peut sommer à l'entreprise de réduire les tarifs pour éviter les surprofits, parce qu'il y a beaucoup de surprofits. Moi, j'ai fait le calcul dans le cadre de mes publications. Je me suis rendu compte qu'après avoir misé 61 milliards de francs CFA, parce que l'autoroute à péage a été construite à 386 milliards de francs CFA, les 325 milliards ont été fournis par l'État du Sénégal. Eiffage n'a contribué que pour 61 milliards de francs CFA. Ce qui fait en valeur actuelle, au taux de 10%, c'est-à-dire si vous actualisez cet argent-là en 30 ans, ça vous donne 664 milliards. Et alors que les recettes que j'ai calculées me donnent 2256 milliards. Pour avoir misé 600 et quelques milliards, on va récupérer 2200. Donc c'est une surtarification. L'État aurait dû intervenir. Donc nous, on a dit qu'au lieu de baisser le prix, ce qui créera des encombrements, ce qu'on appelle des externalités négatives, des externalités d'encombrement, l'État peut maintenir le prix, mais aller au niveau de l'entreprise pour augmenter l'impôt que l'État va encaisser pour la collectivité. Vous savez, je vais vous dire pourquoi il n'est pas bon. Parce qu'Abdoulaye Wade, c'était ça son fort. Abdoulaye Diop ne s'impliquait pas comme ça. C'était son fort. Le Sénégal a affronté des problèmes encore plus terribles. Rappelez-vous du baril de pétrole à 147 $ en 2007. Rappelez-vous des délestages monstres dans le pays qui faisaient beaucoup de baisses de recettes à cause des PME, PMI qui avaient des problèmes, les impôts. Rappelez-vous également des embouteillages monstres qui coûtaient au Sénégal 1 à 2 points de croissance. Abdoulaye Wade a vécu dans ces conditions-là et que le ministre des Finances a toujours payé la dette intérieure a été là, mais on s'est toujours débrouillé. Et je vais vous dire pourquoi un ministre des Finances doit être concentré dans son travail. C'est son pouvoir de régulation. Aujourd'hui, dans le cadre de la réforme budget-programme, qui est donc instituée par l'UEMOA depuis 2009, je suis allé au Mali, je sais que les Maliens sont maintenant effectivement dans le budget-programme. Le seul obstacle, l'obstacle le plus important que les experts ont dénoté, c'est le pouvoir de régulation du ministre des Finances. Le ministre des Finances peut, quand vous êtes son ministre, vous avez engagé quelque chose qui doit être payé. Vous avez pris vos engagements pour 2019. Il peut venir dire non, j'attends pour 2020 pour 2 raisons. Parce qu'il régule. Il dit que donc, il peut vous dire que c'est parce que ce crédit-là est sans objet par rapport aux autres priorités. Il peut vous dire également que je veux éviter les dépenses extra-budgétaires qui vont tout simplement nous mettre en mal avec les critères de convergence de l'UEMOA. Nous ne devons pas dépasser 3% de déficit budgétaire, donc votre dépense-là, il faut attendre 2020. Alors que vous êtes ministre, vos projets vont traîner. Selon les accointances que les gens ont avec le ministre des Finances ou pas, ça peut créer beaucoup de problèmes. Dans un pays où il y a une raréfaction des ressources publiques, le pouvoir de régulation des ministres des Finances peut créer beaucoup de problèmes. Donc si le ministre des Finances n'a pas de coopération et traite tout le monde d'égal à égal, ça peut régler beaucoup de problèmes, ça peut faciliter. Moi je pense qu'à chaque instant, le président peut changer, pas tout le temps, parce que les bailleurs de fonds n'aiment pas le changement de 3 ministres. Le Premier ministre, d'abord, le ministre du Budget, le ministre des Finances, parce qu'ils négocient avec eux. Et ces gens-là ont plus de compétences que quiconque dans l'état des négociations. Donc ils ne veulent pas de ça. Donc ce n'est pas bon pour l'économie quand une personne quand même qui a accumulé autant de compétences comme ça, autant de responsabilités, qu'on puisse l'enlever. Mais quand même, il y a ses collègues qui n'ignorent pas ce qu'il a fait. Il y a le Premier ministre, il y a le ministre du Budget, il y a d'autres ministres qui sont là et qui n'ignorent pas. C'est un problème d'information, un problème d'imprégnation. Le président peut toujours voir quelqu'un qui peut effectivement continuer le travail. Parce que le travail du ministre des Finances, parce qu'au Sénégal, nous avons un ministère de l'économie et des finances. Je pense qu'il y a du plan également. Parce qu'au Sénégal, le plan maintenant est rattaché. Le plan était enlevé, on l'avait mis à côté. Mais comme nous ne sommes plus dans un état providentiel où l'État fait des plans, nous sommes dans une économie de marché, on peut tout simplement conserver le ministre de l'économie et des finances. En France, ils ont le ministre de l'économie et de l'industrie. Et ils ont après le ministre du budget et des comptes publics. Vous voyez, il y a une différence. Le président de la République, donc, pour régler ces problèmes-là, peut réfléchir sur ces formules par benchmarking à l'étranger et essayer de faire les ajustements qu'il faut faire en maintenant les mêmes personnes. Je pense qu'il faut aller là où les Sénégalais interviennent directement. Je pense que lancer un TR à 738 milliards avec des marchés gagnés par Alstom, par Eiffage,
par des entreprises turques, chinoises, c'est bien, parce que c'est un terre que les Sénégalais vont emprunter. Mais cela ne crée aucun emploi significatif pour les Sénégalais. Et les marges qui sont gagnées ne sont pas des marges qui vont être encaissées par des Sénégalais. Aujourd'hui, le premier acte, et c'est tout l'enjeu maintenant de la phase 2 du PSE, c'est de redéfinir les moteurs. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'une productivité de 18%, c'est très faible. Ça veut dire qu'on vous donne 100 francs au mois de décembre, au mois de janvier. Vous attendez jusqu'au 31 décembre, vous revenez avec 18 francs de plus. C'est très faible comme productivité. Dans votre véhicule, si votre véhicule n'est pas productif, n'est pas performant, vous mettez beaucoup de carburant pour avoir des résultats, pour que ça roule. C'est-à-dire que si moi, vous me donnez 100 francs, je gagne 100 francs de plus, je vous emmène 200 francs, et que vous, quand vous donnez 100 francs, vous amenez 50 francs, il faudrait vous donner 2 fois plus d'argent à moi pour qu'on amène le même résultat. Je pense que si la productivité est faible, le gouvernement a du mal à avoir dégagé cette capacité d'autofinancement-là. Ce qui fait que donc, quand votre moteur donc, est faible et n'est pas productif, vous mettez beaucoup de carburant. Quand l'État n'est pas très productif, l'État met beaucoup d'argent. Chaque investisseur étranger peut venir investir du jour au lendemain dire que moi je repars et créer des emplois. C'est ce que Colgate-Palmolive a fait. Vous savez que Colgate-Palmolive est parti de Dakar en 2009 ou 2010. Ils sont partis comme ça du jour au lendemain. En laissant des chômeurs, ils ont dédommagé les chômeurs, les travailleurs, ils sont partis. Alors qu'un Sénégalais ne l'aurait pas fait. Si vous lui appliquez un régime préférentiel, vous lui donnez des avantages, vous lui permettez d'être milliardaire. Aujourd'hui, il faut qu'on crée ces milliardaires sénégalais qui portent l'emploi. Parce que j'ai comme l'impression qu'à chaque fois qu'ils donnent à un Sénégal des marchés et que le Sénégal devient riche, ils vont se dire que oui, ce gars-là va devenir riche, il va nous chercher du pouvoir, il va financer l'opposition. Il faut créer des milliardaires sénégalais, leur donner l'argent public, qu'ils gagnent les marchés publics. Je vous jure que si aujourd'hui le gouvernement stabilise tout cela, et permettre à des PME, des PMI sénégalaises de compter sur l'argent public et que l'argent public soit stabilisé pour qu'à chaque fois qu'on doit leur payer, les échéances sont respectées. Ces gens-là, on peut leur intimider de recruter des gens. Parce que vous ne pouvez pas demander à une PME quand même, qui fait du bâtiment, qui recrute des maçons. Vous ne lui payez pas régulièrement. À chaque fois, ses employés lui tapent dessus. Lui, ce qu'il va faire, c'est prendre des gens dans la précarité. Il ne les stabilise pas. Il prend l'argent et le met dans sa poche quand ça viendra. Maintenant, si vous lui donnez de l'argent régulièrement, vous pouvez lui dire recrutez-moi ces gens-là et montrez-moi leur bulletin de paye. Parce que là, vous pouvez le faire. Je pense que si le gouvernement réserve une partie importante des marchés publics au secteur privé local et que le gouvernement se donne la mission de créer un secteur privé sénégalais, je pense que dans quelques années, vous verrez que beaucoup d'emplois seront créés sans problème.